Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu, quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Et économiquement, c'est quoi un agent? Depuis le début de ce chapitre, nous essayons de dresser une théorie de l'économie et du social à l'étude des interactions avec les transactions des capitaux et donc les différents types de transactions et les différents types de capitaux. Pour rappel, nous disions que le principe d'une interaction, c'était de permettre la circulation de flux entre différents agents, donc notamment des flux de capitaux. Finalement, ce qui caractérise un agent, c'est son rapport au flux. En gros, il y a trois types d'actions différentes avec les flux: la libération, l'écoulement et la coupure. Un agent participe donc à libérer, écouler ou couper tel ou tel flux dans un agencement économique précis. Il y a tout type de flux, mais nous allons aujourd'hui nous concentrer sur deux types en particulier, les ressources et les activités. Pas mal de ressources impliquent une activité. Par exemple, l'agriculture ou le travail de la terre permet d'obtenir des ressources alimentaires. Si on parlait en termes marxistes, on dirait des activités des agriculteurs qu'elles sont liées à leur force de travail et leurs outils de production, tandis que les ressources sont le fruit de leur travail, elles sont donc la production en question. Et c'est là où nous voulons en venir: jusqu'où pouvons-nous réduire l'existence à ces deux flux, ressources et qualités? Et surtout, si on rationalise l'existence à ce point, nous réduisons la part des agents, c'est-à-dire nous, à ceci: consommer et produire. Combien de fois avons-nous entendu la phrase «faut bien bouffer» et pour avoir quelque chose dans son assiette, c'est bien connu, il faut travailler? Peut-être qu'à une époque on était en train de chiller dans le jardin d'Éden, mais en moins de temps qu'il n'en faut pour dire pomme, nous voilà condamnés à travailler pour survivre dans un monde hostile. C'est donc au milieu de cette grande vallée de larmes que nous allons aujourd'hui tenter d'y voir plus clair dans le problème suivant: est-ce que la vie, c'est produire et consommer? Consommer, ça veut dire aller pour soi-même et par soi-même vers l'épuisement de quelque chose. Et ce quelque chose, on peut dire que c'est une ressource. Le micro avec lequel je m'enregistre consomme la batterie des piles que j'y insère, par exemple. À la fin, on dira des piles qu'elles sont épuisées, mortes de fatigue, auquel cas il faudra les remplacer. Si on se considère comme des consommateurs, on a donc l'idée que pour persévérer dans l'existence, comme le Conatus de Spinoza, il faut continuer d'épuiser les ressources à notre disposition. Un consommateur peut ainsi être considéré comme un parasite. Il épuise et tue ce qui l'entoure pour permettre sa propre survie dans le monde. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels? Les virus. C'est plus ou moins ce que dit l'agent Smith à Morpheus dans Matrix. Et n'oublions pas que dans ce film, ce sont les humains qui servent de pile pour les machines. L'espèce humaine y est dénoncée comme étant le parasite suprême, consommateur déréglant l'équilibre dans le vivant, et donc ici réduit à l'état de consommable par les machines, comme étant juste retour à l'envoyeur. Et quelque part, est-ce que l'idée que nous serions des consommables, autant que des consommateurs, n'est pas déjà bien ancrée dans nos esprits? Après tout, on parle bien de chair à canon en parlant des soldats, et à ce niveau, on peut dire que les pertes humaines en temps de guerre, ce sont des pertes de ressources. On peut donc dire que l'humain peut être à ce titre considéré comme un capital à part entière. Seulement, ce n'est pas un capital au repos, c'est un capital qui est aussi agent actif dans l'économie. On n'est pas que du consommable, on est également producteur, distributeur de valeur, de biens, de services, de richesses, et c'est en ce qu'on peut agir activement dans l'économie qu'on n'est pas désigné simplement en tant que parasite. Produire est donc le maître mot de notre idéologie économique. Reste à savoir ce qu'on produit. En effet, depuis le confinement, on entend parler de secteurs essentiels et non essentiels, comme quoi certaines activités devraient être maintenues et d'autres non, malgré les risques de propagation du virus. Le terme essentiel serait sujet à débat. Essentiel pourquoi? Essentiel pour la société, pour l'économie du pays, pour le maintien d'un semblant d'harmonie, pour la survie de ses habitants. Quelles activités, quelle production constituent le corps, la base, le cœur de notre société?
Faites le bilan pour voir. Réfléchissez à toutes les activités que vous pratiquez et demandez-vous si elles sont essentielles pour vous, la société. Réfléchissez à tout ce que vous consommez et demandez-vous si c'est essentiel à votre survie et pourquoi. Enfin, pour produire, il faut parfois passer par beaucoup d'activités différentes. C'est pour cela que dans le processus de production, il n'est pas toujours aisé de comprendre quel agent prend quelle part, et parfois cet agent, c'est nous. Je vous renvoie au cours sur la dialectique marxiste pour ce qui est des questions de division du travail et d'aliénation. Allons. Ils vont tous en crever alors. Mais fais un effort, Michel. C'est une question de volonté. Pense que tu es un Indien. À Bombay, un petit Indien, et que tu as faim. Et que tu as très faim. Ah, si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Allez. Tu y as pensé? Et alors? Mange encore. Mange encore, mon petit Michel. Mange. Qu'est-ce que tu ne manges pas? Tu vas pas mourir. Il faut manger. Il faut manger. Je reviens ensuite à Spinoza, au désir et au conatus. En effet, ce qui compte, ce n'est pas tant de savoir si l'objet consommé ou produit est essentiel ou non essentiel, mais de savoir s'il est désiré, le désir étant constitutif de notre persévérance dans l'existence. Amazon n'a pas cessé de livrer depuis le confinement, y compris des choses dites non essentielles. Le capitalisme se base non sur le nécessaire, mais sur le désir de produire, écouler et consommer toutes sortes de flux. Autrement dit, ce n'est pas tant que notre société se soit bâtie autour de ce rapport consommateur-producteur, lequel serait la base de l'existence. C'est notre rapport aux choses, aux autres et à nous-mêmes qui est influencé par le modèle social et économique dans lequel nous nous trouvons. Vous êtes grotesque, grotesque et dégoûtant. Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim? C'est pas possible, c'est pas de la faim. Le stade final de notre production et de notre consommation, c'est le stade de la monétisation. Une activité n'est reconnue, une production ne vaut que si elle est capable de s'échanger contre de l'argent. Non pas que l'argent soit la seule valeur qui existe, mais elle est la valeur qui permet de coder et d'unir l'ensemble des flux et ainsi de les polariser. Nous aurons l'occasion de parler plus en détail de ces questions complexes lors de notre prochain sujet. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion. Comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être au monde d'être libre au milieu des esclaves.